Retour sur les femmes, bien sûr, dans l'Edi. Vous écoutez la littérature africaine. Nous avons deux invités qui viennent nous parler de leur projection, de leur perspective, de leur présent aussi, de leur appréhension, en tout cas, du monde des femmes en littérature africaine. Nous les recevons ensemble avec son beau foulard bleu comme un bonbon de Noël. C'est Edita Nefertiti d'Almeida. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venue. Vous étiez un peu souffrante, mais quand il faut parler et des femmes, et d'Afrique, et de la littérature, vous êtes guérie. Je n'hésite pas. Merci d'être là. Vous êtes présidente de l'association Action Femmes Afrique. Et avec nous sur le plateau, Madame la directrice de la librairie Taméry Sekwesi. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être venue nous parler de ce que fait la librairie Taméry, non pas en tant que librairie, mais en tant que peut-être, tout au moins nous l'espérons, tremplin pour celles des femmes qui sont en littérature. Et la photo que nous avons en fond d'écran, c'est pratiquement tournée chez Taméry, l'émission d'aujourd'hui. Je voudrais, avant de commencer cette émission, que nous parlions d'un rendez-vous. C'est le samedi 18 avril 2015 de 15h à 21h. On aura peut-être l'affiche tout à l'heure. C'est donc peau noire, cheveux crépus. De quoi s'agit-elle? J'aime bien parler au féminin. De quoi s'agit-elle? En fait, c'est une conférence avec Juliette Smeralda, qui est docteure en sociologie et écrivaine, donc qui réédite son livre Peau noire, cheveux crépus, l'histoire d'une aliénation. Donc on va discuter en fait de la question du corps, de la couleur de la peau et du cheveu crépus. Donc pourquoi est-ce que les Africains et les afrodescendants ont tendance à ne pas apprécier leurs cheveux naturels, donc le cheveu crépus, et ont tendance donc à le changer en le défrisant, en mettant des tissages, parce qu'ils souhaitent finalement s'adapter à la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Voilà, n'est-ce pas une question de choix? J'aimerais vous entendre sur ce point-là. L'être humain, dont on dit qu'il est né libre de faire les choix qu'il veut, n'est-ce pas un choix d'avoir les yeux bleus, les cheveux lisses, pas lisses? N'y a-t-il pas quelque part un aspect d'endoctrinement à vouloir ranger les gens les uns les autres dans des cases? Enfin, personnellement, je ne pense pas que c'est une question de ranger les gens, c'est une question de choix, comme vous avez dit. Mais il faut savoir que la femme africaine, de plus en plus, est à la recherche de son identité. Les critères de beauté qui sont valorisés de nos jours ne correspondent pas toujours au typique africain. Donc je pense que c'est un peu un retour sur ce qu'on est dès le départ, de s'accepter comme on est. Si on a des cheveux frisés, on n'a pas choisi de les avoir, et donc de les accepter et de les valoriser comme un critère aussi de beauté. Alors quand vous dites que la femme africaine est en quête de son identité, est-ce que vous pouvez expliquer comment est-ce que vous en venez à ce postulat? Parce que sinon on dirait que c'est une affirmation gratuite. Vous voyez des dames dans la rue, elles vivent le plus légitimement du monde, elles vaquent à leur quotidien. En quoi est-ce qu'on peut dire, celle qui passe là, elle est en quête de son identité? Je pense qu'on a toujours besoin d'avoir un référent, de se référer à quelque chose, de voir ça me ressemble, ça me ressemble pas. Et question de beauté, qu'on soit blanche, noire, asiatique, on a toujours besoin de se sentir belle, de se voir belle et d'être reconnue comme telle par le regard de l'autre. Et ce qu'on constate aujourd'hui, notamment chez les jeunes, c'est qu'ils ont un regard, les jeunes africaines, je veux dire, qu'ils ont un regard de beauté qui ne correspond pas forcément à ce qu'elles sont au départ. Donc quand on parle de quête identitaire, c'est de dire les femmes que je vois dans le magazine qui sont posées comme modèles de beauté ne me ressemblent pas naturellement. Donc pourquoi je suis différente? Donc la question part du pourquoi on se sent différent de l'autre et on va chercher à savoir d'où on vient et pourquoi on est différent de l'autre et essayer de se retrouver par rapport à ce questionnement-là. Est-ce que la différence est-ce que la différence induit le mal-être nécessairement à votre avis? Est-ce qu'on se bat monde les uns et les autres, ceux doivent d'être tous identiques? Oui, mais ça dépend comment est-ce qu'on est perçu par rapport aux médias et même quelle image les médias nous mettent en avant en fait. Vous essayez de dire du mal de nous? Ah non, pas forcément de vous, mais en général. En fait, oui. C'est-à-dire que souvent, on a tendance à vouloir s'identifier à ce qu'on nous propose dans les médias. Et donc, pour pouvoir être mouton, ça. Mais tout à fait. Donc, pour pouvoir correspondre à ce modèle-là qui nous est présenté, on est prêt à se changer, à se transformer, n'est-ce pas, tout pour correspondre à un modèle de beauté qui nous a imposé. Par ailleurs. Justement, il y a beaucoup qui n'est pas propre à telle ou telle origine, par ailleurs. Manque de personnalité, mais aussi c'est l'influence des autres, comment dire, le besoin de plaire
de plaire à l'autre, l'envie que l'autre, dans son regard, nous apprécie. Donc on est prêt à faire des sacrifices pour pouvoir être reconnu et accepté dans une société. C'est donc une histoire d'amour. Aussi. Je pense. Rendez-vous donc le samedi 18 avril 2015 à la librairie Taméry. Je voudrais vous laisser le soin d'en rappeler l'adresse à nos téléspectateurs. Oui, donc c'est au 16 rue Colette Magny, dans le 19e à Paris. Donc c'est métro Crimée. Ce sera de 15h à 21h. Si vous voulez donc continuer cette conversation tirée par les cheveux, vous pouvez vous rendre ce jour-là à ce rendez-vous-là. Je voudrais donc que nous parlions des femmes en littérature africaine. Nous avons commencé par cet ouvrage-là parce que, quoi qu'il en soit, c'est une femme qui écrit cet ouvrage, c'est aussi de la littérature. Vous allez nous présenter votre association. Pourquoi une telle association? Que faites-vous exactement? Alors, l'association AFAWA, qui est Action Femmes Afrique, en français et la version anglaise Action Women Africa, est une association qui a été initiée en 2013 et qui veut accompagner les femmes en Afrique dans le processus de développement économique. Parce qu'il n'est plus à démontrer que les femmes, spécialement en Afrique, participent au développement économique, des politiques et dans l'éducation des enfants. Donc maintenant, ce que nous souhaitons faire à notre niveau, c'est accompagner ces femmes-là qui ont des projets en direction des femmes ou qui ont des projets qui demandent à être soutenus pour qu'elles s'accomplissent pleinement. Ça, c'est l'objectif principal. Après, nous avons des actions que nous menons sur la sensibilisation, la coopération entre différentes associations, la formation des femmes dans les domaines, la promotion aussi des femmes de la diaspora, des femmes africaines de la diaspora qui se démarquent par leurs activités. Je voudrais qu'on reste un tout petit peu sur le sujet précédent. Alors, lorsque vous voulez apporter ces aides, cet accompagnement à ces femmes qui sont en Afrique, ainsi que vous l'avez indiqué, est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous vous dites, on va donc apporter cela, mais ces bénéficiaires devraient, par exemple, changer de coiffure? Est-ce que, je disais tout à l'heure, c'est tiré par les cheveux, quelque part, est-ce que c'est vouloir affirmer que parce qu'on est coiffé de telle ou telle manière, alors on n'a pas la connaissance ou la conscience de qui on est? Ces femmes, parfois, sont dans des zones rurales, elles sont dans les campagnes et elles n'ont aucune ambiguïté quant à qui elles sont. Venues d'ailleurs, perçues d'ailleurs, ne pensez-vous pas que cela puisse être tout simplement retenu comme étant superficiel? Superficiel, je ne suis pas certaine. À partir du moment où on est avec un certain type de cheveux, pourquoi est-ce qu'on s'acharnerait à vouloir le transformer pour ressembler à ce qu'on n'est pas? Pourquoi ne pas le garder tel quel et apprendre à le manier, à le travailler et à l'apprécier? Au-delà de la question capillaire, parce que vous disiez c'est une question d'identité, ces femmes, encore une fois, n'ont pas d'ambiguïté quant à qui elles sont. Les goûts et les couleurs se discutent-ils? Ils peuvent se discuter des fois parce que c'est une question qui est historique. Il a été prouvé qu'on a été déprécié par rapport à notre couleur de peau. Qui a prouvé quoi? Qui a prouvé quoi? Par rapport à l'histoire des Noirs, ce qu'on appelle les Noirs, on sait très bien qu'il y a le racisme qui existe et que ce racisme existe et qui s'est appuyé surtout par rapport à la couleur de peau que l'on a. Et donc tout ce qui a trait au noir, donc les traits, le cheveu, la forme, a été déprécié. Donc nous, ça nous a affectés en tant qu'êtres et du coup on a cherché à plaire à ceux qui nous dépréciaient pour pouvoir avoir une identité avoir une identité à leurs yeux. Alors, la question raciale, et on ne restera pas dessus, mais pour la question raciale, le racisme n'est pas seulement en direction des populations à la peau noire. Toutes les populations de la Terre vous diront avoir été sujettes à des actions racistes. Mais je parle de ce que je connais. Non, mais la question que je pose, c'est est-ce que ce que vous dites là est valable pour tous les types de racisme? Est-ce que c'est suffisant pour vouloir universaliser cela? Je ne l'universalise pas, c'est par rapport vraiment à la population africaine, afrodescendante en particulier. Ici, pour revenir sur est-ce que nous imposons aux femmes, d'abord ça revient sur la question du choix. En fait, la question était est-ce qu'on entend que les femmes aient la liberté de choisir ce qui leur fait envie, tout simplement. C'est une question de choix. Et pour en revenir à la littérature, les écrivaines de la nouvelle heure, donc du XXe et du début du XXIe siècle, sont vraiment dans cette optique de choix. Mais il faut savoir pour ce qu'on choisit, c'est-à-dire ne pas choisir par suivisme, mais choisir parce on assume son choix. On a décidé d'avoir
d'avoir des cheveux crépus, mais on les porte fièrement en sachant pourquoi on les porte. On ne condamne pas celle qui ne choisit pas de garder ses cheveux. Mais vous savez, on dit les paroles passent et les écrits restent. Et lorsque nous parlons de littérature, tout ce qui est écrit risque fort heureusement ou malheureusement de devenir un postulat, un dogme quelque part, parce que c'est écrit. D'ailleurs, ne dit-on pas, il est écrit. C'est écrit, mais quand vous parcourez les littératures des femmes africaines, il y a surtout cette affirmation de son identité culturelle. C'est-à-dire, on accepte, quand on parle du féminisme, d'ailleurs, que les écrivaines africaines recusent, parce qu'elles se disent c'est sectoriel, parce que ça concerne, ça vient d'ailleurs. Donc, il faut s'approprier le devenir de la femme africaine, qui n'a pas forcément, au-delà des généralités, mais qui a une spécificité par rapport à son environnement culturel. Donc il y a un choix de devenir une femme libre, mais avec des réalités culturelles qui nous sont propres, qui ne sont pas universelles. C'est pas universel. Il y a certaines réalités qu'on retrouve en Europe qu'on ne retrouve pas en Afrique. Donc ces réalités doivent être prises en compte. Je viens sur une œuvre comme celle de Riwan, Le chemin de sable de Ken Bougoul, où elle redéfinit ce que c'est que la polygamie, pourquoi des femmes en Afrique font le choix de rester dans un mariage polygamique. Si c'est un choix. Si c'est un choix. Et là, le choix est très important. Parce qu'il y a des femmes qui font le choix. Parce que la résignation n'est absolument pas le choix. Non, la résignation n'est pas le choix, mais il y a des femmes qui font le choix. D'ailleurs, le personnage principal de ce roman-là, qui est une femme qui a vécu en Occident et qui a parcouru le monde, revient en terre sénégalaise, qui est sa culture d'origine, et se dit, j'ai cherché le bonheur dans un mariage, dans les critères qu'on me donnait comme étant des critères parfaits de mariage monogamique où on a un homme, mais je me suis rendu compte qu'ils étaient aussi des polygames dans une certaine manière parce qu'ils avaient des maîtresses. Mais quand je reviens en Afrique... Les polygames ont des maîtresses de toute façon, ça ne règle pas le problème des maîtresses. Ça ne règle pas le problème. Mais elle, par contre, elle dit, je fais le choix d'un mariage polygamique. Après, on est d'accord avec elle ou on n'est pas d'accord, mais elle fait ce choix et elle se sent épanouie dans ce mariage-là. Donc tout est une question de choix dès le départ. Et concernant Afawa, l'éducation n'est pas d'imposer aux femmes, c'est de comprendre le monde, d'essayer de comprendre le monde, comment il fonctionne, et de faire le choix de sa vie. Alors, on va parler de la polygamie, puisque vous avez abordé ce sujet-là. Si je comprends bien ce que vous avez expliqué, au regard des questions de paradigme, vous, personnellement, vous êtes d'accord donc pour être dans un mariage polygamique? Ah non. Je ne suis pas d'accord, moi, personnellement, pour être dans un mariage polygamique. Quand bien même on voudrait vous faire valoir qu'au nom de la tradition africaine et tout ce qui s'ensuit. On pourrait me le faire valoir, mais je préfère d'abord faire mes propres recherches et puis voir par rapport à qui je suis et de l'environnement dans lequel je vis, si c'est adapté à ma personne. Parce que justement, on parle de choix, et moi, j'aimerais avoir le choix, avoir la possibilité de choisir ce que je veux. Alors, vos collègues, compères ou pères PAIRS de la librairie Tameri, pour ne pas les nommer, un certain Jean-Claude Masson, nous soutenait mordicus que toute femme africaine qui ne veut pas de la polygamie est une femme qui ne sait pas qui elle est. Ça, c'est son affirmation à lui. Je ne suis pas forcément d'accord. Super, j'ai réussi à vous mettre l'un contre l'autre. Mais non, plus sérieusement. Alors, quand les femmes écrivent... l'un contre l'autre, quand les femmes écrivent... En littérature, elles parlent, quels sont les sujets qui sont les leurs? Parce que depuis tout à l'heure, on tourne autour de la question de l'autonomie, de l'indépendance, de l'épanouissement. Les femmes en fondu sont sur cette thématique-là, que ce soit sur la question raciale, que ce soit sur la question des droits des femmes. C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, quand bien même on veut l'appeler féminisme par ailleurs. Mais ce qui est clair, c'est que les femmes souhaitent avoir la liberté de choix, et la légitimité de faire des choix qui sont ceux qui correspondent à leur envie du moment, indépendamment de ce que veut penser le père, la mère, le chef du village, les historiens et tout ce qui s'ensuit, et les jeunes aujourd'hui. Alors, dans l'évolution de la littérature féminine africaine, elle est très jeune. Hein. C'est après les indépendances, après le mouvement de la négritude, où c'était surtout les hommes qui prenaient la plume. Parce que la femme africaine, culturellement, est quelqu'un de réservé.
Même quand elle a quelque chose à dire, elle va toujours le souffler. Elle est toujours dans la subtilité. Mais est-ce que la culture africaine est aussi homogène qu'on puisse dire les choses ainsi, à savoir la femme africaine est réservée culturellement? De quelle femme s'agit-il? N'est-ce pas une question de tempérament? Il y a des individus qui sont plus extravertis, d'autres qui sont tout simplement en effet réservés, mais mettre cela appréhender cela sous le prisme de la question de la culture africaine, n'est-ce pas manquer quelque chose? Bon, personnellement, je suis contre la généralisation de l'Afrique, parce que l'Afrique, il y a beaucoup de pays et des pays qui ont une culture différente, mais il y a des généralités qu'on retrouve dans différents pays africains, et notamment sur l'éducation de la femme. Cette subtilité du comportement de la femme, c'est dans l'éducation, parce que dès l'enfance, la femme est engagée dans une éducation spécifique qui est la soumission, le respect à son mari. Donc c'est un engagement qui est déjà fait, une prédisposition de la femme à telle ou telle attitude. Et c'est cette prédisposition que les écrivaines, justement, veulent recuser en disant on ne peut pas prédisposer la femme à avoir telle ou telle attitude. C'est un être libre, c'est un être qui peut faire ses choix. Et dans les écrits féminins, il y a 3 éléments, on peut les regrouper en trois grands axes. Il y a la dénonciation surtout de certains faits culturels, comme l'excision. On a vu ça avec Awa Diam qui a donné la parole aux femmes en 1978, dans son livre « Parole aux négresses », où elle dénonçait effectivement l'excision, qu'elle trouvait que c'était un acte barbare pour la femme, à partir des témoignages qu'elle a recueillis. Après, la femme va évoluer et de plus en plus, elle va mettre en avant son corps, qui a souvent été son corps, pas en tant que femme procréatrice, parce que ça c'est le rôle premier qu'on assigne à la femme dans diverses sociétés africaines, la femme comme procréatrice. Alors elles vont de plus en plus s'extérioriser et mettre en valeur leur corps comme un corps de désir aussi, un corps qui a besoin de passion. Et on le voit dans beaucoup d'œuvres, dans beaucoup d'écrits de Calixte Beyala, qui affirment cette passion et cette extériorisation du corps féminin. Et les femmes décident maintenant de parler d'elles, de leurs désirs, de leurs envies, alors qu'elles sont naturellement, enfin pas naturellement, sociétalement indiquées à être réservées sur leur passion. Alors que socialement, on veut les récuser à extérioriser leur passion. Alors, tout de même, on dit que les paroles passent et les écrits restent. Vous êtes directrice de librairie aujourd'hui. Quelque part, est-ce que celui qui écrit, n'est-ce pas celui-là qui a et qui garde le pouvoir dans le temps? On l'a entendu dans l'évolution de la littérature, c'était les hommes qui écrivaient. Ce n'est pas parce que les femmes n'avaient pas des choses à dire, mais pour un peu qu'on n'a pas été scolarisé, donc on ne va pas prendre la plume, donc on ne va pas écrire. Mais aujourd'hui, celles des femmes qui écrivent ne sont-elles pas d'une certaine manière en train de faire du didacte en endroit de celles des femmes qui, pour les raisons qu'on a évoquées, n'écrivent pas encore? En fait, je pense que le fait que les femmes écrivent de plus en plus, c'est l'affirmation de qui elles sont vraiment et c'est l'adaptation à la société dans laquelle on vit. Après, je pense que quand on écrit, c'est laisser des traces pour très longtemps, pour l'éternité. Parfois, hélas, oui. Eh ben oui. Mais il se trouve qu'on a le choix, qu'on a un libre arbitre. Donc on a le droit, on peut lire un livre, être inspiré par certaines choses qui sont écrites. On a le droit de choisir ce qui nous intéresse, ce qui nous parle, ce qui nous semble sensé, mais aussi de rejeter certains écrits. N'est-ce pas la dictature? Parce que les hommes disent que les femmes entre elles ne s'accordent pas sur ce qu'elles voudraient avoir, obtenir et ne pas obtenir. Et ils disent ce sont les femmes qui font la peau aux femmes en quelque sorte. Donc celles qui écrivent encore une fois disent que les cheveux ceci, l'émancipation cela, l'excision cela, la polygamie ceci. Et finalement, toutes les femmes qui ont pris la plume vont quelque part... elles aussi asservir toutes les autres qui n'ont pas, puisqu'elles ne sont pas encore aussi nombreuses à écrire, oui ou non? Même les hommes ne s'entendent pas toujours sur ce qu'ils doivent faire. Mais vous savez, les hommes aiment bien trouver la paille et la poutre dans l'œil des femmes. Oui, bien sûr. Et puis, c'est pas un être... c'est pas un être unique en fait, on a des avis différents, divergents, donc on ne peut pas suivre juste l'avis d'une seule personne. Enfin,
étant femme, on n'a pas seulement à suivre que des femmes. On peut s'intéresser à ce qu'écrivent des femmes, mais aussi des hommes. Mais c'est vous qui parliez tout à l'heure d'identification en disant quand on n'a pas un modèle qui nous ressemble, peut-être c'est vous, quand on ne se retrouve pas, quand on ne s'identifie pas à un tel ou à un tel autre, est-ce que la nature a ainsi fait qu'il faille être les clones les uns des autres? N'a-t-on pas cette liberté, la liberté d'assumer sa différence, quelle qu'elle soit, femme, homme, cheveux lisses, cheveux courts, monogamie, justement, polygamie, vous parlez d'assumer sa différence, mais à partir d'un certain d'un référent, d'un prérequis. Mais c'est-à-dire qui donne le référent? Cheveux. Oui. Par exemple, on est avec non, mais des pas le cheveux, cheveu, parce que le cheveu c'est tordu. Et en plus, on le coupe. Parlons d'autres points. On a parlé de l'excision. Est-ce qu'au nom de la tradition... de la couleur de peau, par exemple. On n'a pas choisi sa couleur de peau. Par contre, on ne la choisit pas, mais il y en a qui choisissent de la changer. Ce ne sont pas les plus nombreux. Mais parlons de l'excision, par exemple. Voilà une pratique que d'aucuns, au nom de la tradition, vont considérer comme devant être, et dans le cas contraire, ils diraient « Ah, mais cette personne ne connaît pas sa culture d'origine, parce que dans le temps, il aurait fallu que ceci, et aujourd'hui, quiconque renie cela. » Êtes-vous pour ou contre l'excision, d'ailleurs? Je suis contre. Vous allez finir par ne pas être une africaine comme il faut, selon ce que vous nous disiez tout à l'heure. C'est légèrement caricatural ce que vous dites, parce que il ne faut pas tout mettre dans le sac de la culture. Mais c'est ce dont il est question, justement, au nom de la culture. On a plein d'ouvrages, hein, j'en ai un entre les mains, et on a des conférences comme celle qu'on a indiquées, et d'autres sujets encore. Et au nom de la culture, on veut justement enfermer l'individu. D'où la sensibilisation aux personnes de savoir distinguer entre ce qui est culturel et ce qui ne l'est pas. Moi, je dirais, dès le moment où une action est menée contre le droit à la liberté de chacun de choisir ou de s'exprimer, ou ce n'est plus une question culturelle, c'est un frein au droit, c'est une dictature. Dans le cas de l'excision, il y a beaucoup de femmes qui ont défendu aussi l'excision en disant c'est un fait culturel, c'est un fait traditionnel, on doit l'appliquer parce que ça permet, mais on a vu que les conséquences de l'excision sur les femmes. Et rien que ces conséquences nous permettent de dire que l'excision ne peut pas être gardée. Mais d'aucuns vont vous dire qu'il y a des moyens de la faire bien mieux qu'aujourd'hui pour qu'il n'y ait pas ces conséquences. On va parler de fistules, d'accouchements, de morts-nés et tout ce qui s'ensuit. Et d'aucuns vont vous dire il faut médicaliser. Il y a toujours des gens qui pensent qu'une bonne guerre est toujours bien pour diminuer la population. C'est pas pour autant qu'on est pour la guerre, on est tous pour la guerre. Donc il y aura toujours des oppositions parce que ça arrange bien certains. Comme disent les Anglais, il n'y a pas une bonne manière de faire une mauvaise chose. Voilà. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. Exactement. Alors, on va regarder quand même quelques ouvrages. La librairie Taméry, vous en êtes la directrice. Les ouvrages que vous recevez, ou alors vous faites une sélection, le critère est-il absolument l'afrocentrisme, si on a cru comprendre ce que vous aviez dit, ou simplement parce que une femme a écrit un ouvrage, alors... Et je précise que ça n'est pas une librairie seulement pour les femmes. Vous risqueriez de le penser ainsi, et cela nous aurait fait plaisir que vous l'ayez compris, mais non. Est-ce que le critère de sélection des ouvrages, lequel est-il ? Que ce soit des personnes issues du continent africain ou afrodescendants. Pas le sujet, mais l'auteur. L'auteur, et puis le sujet si Jean aussi Dupont, à la peau blanche, écrit un excellent livre sur l'histoire africaine, vous n'allez pas le retenir. Ça a été fait depuis de longues années, donc on a eu l'habitude des Européens qui écrivaient sur l'Afrique. Maintenant qu'on a la possibilité d'écrire nous-mêmes sur notre histoire et nos problématiques, je pense qu'il est intéressant de découvrir des auteurs qui écrivent sur nos questions. Donc vous confirmez que tout auteur qui écrit, le critère de sélection, c'est la couleur de peau, en fait, c'est ce que vous nous dites. Ça va être... Oui, voilà, ça c'est un peu simplifier la chose. Mais effectivement, on met en avant, on essaie de mettre en avant des écrivains qui sont issus du continent africain ou afrodescendants pour pouvoir leur donner la parole parce qu'ils ne l'ont pas forcément dans d'autres milieux. Le critère de sélection de vos auteurs, des ouvrages des auteurs que vous vendez, n'est donc pas le contenu, mais d'abord la couleur de la peau de l'auteur. Non, le contenu compte aussi. C'est-à-dire qu'il est important de savoir de quoi il traite. De quoi ils traitent, de quel sujet ils abordent. Est-ce que ça a un intérêt pour la communauté, dans notre communauté dans le monde? Est-ce que cela a un intérêt pour la communauté, tel que vous avez défini l'intérêt, vous, au sein de la librairie? Oui, on essaie d'avoir un intérêt large, c'est-à-dire vraiment d'élargir les centres d'intérêt de tous et les problématiques abordées. Oui. Très bien. Alors, on arrive au terme de cette émission. Qu'avez-vous envie de faire comprendre à nos téléspectateurs? Ou plutôt, sur quoi voulez-vous que chacun reste? Je voudrais vous laisser la parole sur les actions de votre association.
Bon, je vais revenir sur le féminisme. Pour moi, le féministe, il est dépassé dans une certaine mesure tant que les femmes, il n'y aurait que des femmes qui parleraient des femmes. Je pense que c'est un problème humain et que le féminisme est un humanisme. Donc ça doit concerner à la fois les femmes et les hommes. Tant que les hommes diront c'est des histoires de femmes et que les femmes diront c'est que des histoires de femmes, on ne sortira jamais de cette sphère, de cette spirale de femmes, hommes, hommes-femmes. Et de savoir que le vrai combat, ce n'est pas que les femmes prennent la place des hommes, mais que les femmes soient autant que les femmes reprennent leur place à elles. Et qu'elles s'affirment en tant que femmes, je fais mes choix et que ce n'est pas la société ou les cultures qui m'imposent ces choix. Mais alors cela, et vous faisiez un parallèle tout à l'heure, quelle que soit l'origine des femmes, toutes les femmes ont vocation quelque part à défendre leur bout de gras, les asiatiques, les africaines, les occidentales. Et je pense que ce n'est pas propre à l'africaine, mais toutes les femmes qui sentent qu'elles n'ont pas droit de citer. Moi, je dirais, dans les critères de beauté que je vois de par le monde, il n'y a pas beaucoup d'Africaines type avec des cheveux crépus, comme elle disait. Ces critères de beauté-là ne sont pas reconnus encore. On voit bien que toutes les Noirs... Pour autant que le cheveu est un critère de beauté, hein, soit dit en passant, il y a la beauté intérieure. Il y a la beauté intérieure. Peut-être s'apesantir dessus et laisser le reste pousser tout seul. Alors, autre parallélisme, est-ce que ce qu'elle nous dit là sur les femmes et la liberté de choix qui est la leur, n'est-ce pas aussi, pour en revenir à la question de la librairie et au positionnement, n'est-ce pas la liberté aussi des individus que de choisir ce vers quoi ils vont aller sans à aucun moment se sentir stigmatisés comme étant des personnes perdues, ne connaissant pas leurs racines, ne sachant pas où elles vont aller, ni où elles vont atterrir? N'y a-t-il pas quelque part aussi un embrigadement si les choses sont amenées comme cela seulement? Non, je ne considère pas ça comme un embrigadement. Je pense que justement chacun a le choix et les personnes qui décident de venir par exemple à la librairie Taméry sont là pour apprendre sur leur histoire, c'est-à-dire à obtenir une éducation parallèle à celle qu'ils ont ici, donc pouvoir apprendre leur passé, savoir les problématiques qu'il y a sur le continent comme dans les Amériques et dans les Caraïbes et avoir une meilleure connaissance de soi, de sa culture, sa tradition pour pouvoir avancer de manière plus ancrée. Plus ancrée dans ce monde. Nous terminons sur cette affiche, j'espère que nous l'avons en photo. Peau noire, cheveux crépus, l'histoire d'une aliénation. C'est le samedi 18 avril 2015 de 15h à 21h et ça n'est pas gratuit si vous voulez y aller. Renseignements donc auprès de la librairie Taméry. Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation et très bonne continuation à vous qui nous regardez. Au revoir.